Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne à droite. Le grand entretien, Richard de Sèze. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte, à nouveau. Et rebonjour à tous les auditeurs. Voilà, je ne vais pas le dire à chaque fois que j'arriverai au micro, parce que sinon, ce sera insupportable. Surtout, bonjour Jean-Marie Leméné, mais merci mille fois d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fondation Le Jeune. Adèle Rosner le rappelait tout à l'heure, nous fêtons, ou nous célébrons, ou nous pleurons les 50 ans de la loi Veil. Qu'est-ce que Simone Veil avait en tête, il y a 50 ans, quand elle fait passer cette loi ? Que voulait-elle ? Bonjour tout d'abord aux auditeurs et cher Richard, merci de m'avoir invité. Moi, je ne sais pas si Madame Veil avait dans la tête un projet particulier. À mon avis, je crois qu'elle a été très très largement instrumentalisée par Giscard d'Estaing, enfin, pour dire les choses assez brutalement. Et donc je ne porterai pas de jugement, je me garderai bien de porter de jugement sur ce personnage politique. Je pense qu'elle a été instrumentalisée pour faire passer l'avortement. C'était une personnalité un peu idéale compte tenu de son passé, etc., de sa présence. Voilà. Après, je pense qu'elle est arrivée à un moment où se croisait l'éclosion d'une pensée très matérialiste. On sortait de la guerre, ça faisait quelques années, mais enfin, la morale chrétienne était largement sur une pente descendante, on n'enseignait plus grand-chose. Il y avait déjà eu le triomphe de la pilule dans les années 60 avec la révolution sexuelle des États-Unis qui arrivait en France. Donc en fait, tout ce mouvement là ne pouvait qu'aboutir, qu'à passer une marche supplémentaire qui était celle de l'avortement, qui a commencé par être acceptée aussi aux États-Unis avant la France, et au fond qui correspondait à cette vision que la vie est un matériau à gérer. C'est vraiment la pensée matérialiste, scientiste. Comme il n'y avait pas de contre-feu de l'autre côté, tout ça passait. Et puis c'était moderne, c'était une vision progressiste, une vision de gauche. La droite a toujours eu envie d'avoir une pensée conceptuelle et culturelle de gauche. Même si elle remplissait les caisses, c'était son boulot, mais en fait, en réalité, elle faisait aussi le boulot de la gauche sur le plan culturel. C'est le grand reproche qu'on peut faire au gaullisme, c'est-à-dire qu'ils ont fait la prospérité de la France, mais enfin, en réalité, ils ont quand même tout lâché à côté, et sur le plan culturel, sur le plan d'éducation, le plan de la recherche. Ils se sont excusés d'être riches en étant progressistes. Oui, la droite était l'autre nom de la gauche, quoi, en fait, sur le plan culturel. Donc effectivement, ça c'était absolument génial pour un président jeune, moderne, qui arrivait. Il disait qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Alors on raconte aussi dans les histoires qu'on a pu lire de ci ou de là que Giscard d'Estaing avait été quand même largement poussé par les loges maçonniques qui avaient elles-mêmes déjà travaillé cette question-là, parce que pour elles c'est vraiment un sujet récurrent, la pilule, la contraception, l'avortement, la maîtrise de son corps. Je suis l'architecte de moi-même. Enfin, on est dans une pensée totalement autonome, donc il n'y a plus de référentiel extérieur. Donc dès lors qu'on se construit soi-même, il n'y a pas de raison de ne pas être maître de son destin du début à la fin. Et ce qu'on vit aujourd'hui avec l'euthanasie n'est que le retour de boomerang de l'avortement. Donc je pense qu'il y avait une chute complètement de tout l'enseignement moral dans ces années-là. Il y avait la révolution Mon corps m'appartient, Mon corps, mon choix, mon droit, etc. Un enfant où je veux, quand je veux, de 68. Donc c'est vrai que c'était quand même difficile de ne pas aller un peu plus loin. Les loges poussaient, Giscard était un président moderne. Il fallait qu'il donne des gages peut-être aussi pour être élu. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que si Pompidou n'était pas mort aussi brutalement, je pense que l'avortement ne serait pas passé dans ces conditions-là, en tout cas pas aussi vite. Alors, Simone Veil fait passer sa loi en expliquant que, bien sûr, l'avortement était réservé aux cas de détresse. 50 ans plus tard, cette notion de détresse a totalement disparu. Quel bilan humain peut-on tirer de la loi Veil ? Effectivement, c'est bien de parler de bilan plus que de célébration. Enfin, quand on commémore un événement, on peut célébrer ou faire le bilan. Et quand on fait le bilan avant, on a moins tendance à célébrer après, peut-être. En tout cas, c'est ce que je pense pour la loi Veil. Quand on fait le bilan, il est lourd, parce que, effectivement, à hauteur de plus de 200 000 avortements par an depuis 50 ans, on est à plus de 10 millions d'avortements, ce qui est un chiffre record. Je disais hier à la Marche pour la Vie que c'était les pertes de la guerre de 14, quoi. C'est quand même une saignée. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude
de faire le lien. Très souvent, y compris dans les milieux chrétiens, on moralise essentiellement la question de l'avortement, qui est une question morale évidemment, mais on dit au fond c'est dans la sphère personnelle, voilà, c'est le dialogue de la femme avec son mari, avec son médecin, avec son curé, que sais-je encore. Et puis on voit pas trop les conséquences, mais enfin les conséquences démographiques, elles sont lourdes. Il y a des conséquences démographiques, des conséquences économiques, des conséquences sociales, psychologiques. Le bilan, c'est ça. En fait, c'est quand même d'avoir réussi à installer en France une mentalité abortive très révolutionnaire, très militante, et qui est le double de ce qu'on trouve dans les pays voisins. Quand on regarde l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ce ne sont pas non plus des modèles de vertu, où ils ont aussi une loi sur l'avortement, mais ils ont 2 fois moins d'avortements. Ils ont moins de 100 000 avortements par an. Nous, pourquoi on a 250 000 ? Enfin, la France est en tête de l'Europe. Elle est en tête de l'Europe. C'est une fierté. Oui. Les journalistes de France Info le célèbrent. En même temps que Anémone Giscard d'Estaing nous explique que les hommes se sont sentis attaqués dans leur machisme par la loi sur l'avortement. Merci Anémone. Et ce bilan humain, en fait, c'est des centaines de milliers, c'est 1 million. Combien d'enfants ont été avortés en 50 ans si 10 millions. 10 millions. Oui. Voilà, 10 millions. 10 millions. Oui. 10 millions. Et quel est le bilan politique de cette loi ? Il est très important aussi. Alors, comme je disais, je pense que dans les conséquences, il faut arrêter de ne voir que des conséquences individuelles et personnelles. Il y en a, bien sûr, mais il y a des conséquences politiques parce que l'avortement en France est devenu une arme politique. C'est une arme de discrédit politique. Regardez le président de la République aujourd'hui. Je ne pense pas que l'avortement soit sa tasse de thé. Il est pas concerné. Je pense qu'il s'en fiche un petit peu. C'est pas un militant de l'avortement, ni de l'euthanasie du reste. Mais en revanche, il a très bien compris que c'était une arme politique pour discréditer les adversaires. Si vous exprimez un point de vue légèrement dissident sur la pertinence, l'intérêt et le bienfait de l'avortement, vous n'êtes pas démocrate, vous ne partagez pas les valeurs de la République. Donc, en fait, tout le camp qui risquerait de s'opposer à l'avortement et aux lois sociétales qui y sont rattachées, évidemment, sont des gens misérables, ce sont des gueux, des gens qui ne sont pas sortis du Moyen-Âge. Et c'est très frappant de voir d'ailleurs l'usage que le président de la République actuel a fait de l'avortement en le mettant dans la Constitution. Il a voulu se redonner un petit coup de booster, si je puis dire, à Radio Courtoisie, alors que il est un petit peu en panne tout de même. Et puis, non seulement sur le plan français, mais même sur le plan européen, puisque comme tout le monde s'en souvient, lors de la présidence de l'Union européenne par la France, dans le discours du président de la République français, les premières paroles, ou dans les premières paroles, il y avait son souhait d'étendre aux valeurs, enfin à la charte des valeurs de l'Europe, l'avortement dans la Constitution. On l'a fait. La France a été le premier pays à le faire, et elle souhaite que les autres pays européens prennent cet heureux modèle. Et je pense qu'il visait particulièrement les pays de l'Est, comme la Pologne ou la Hongrie, ou d'autres encore, ou Malte, qui résistent encore un petit peu, et qui sont dans le viseur. Donc c'est vraiment le marqueur de la modernité. C'est un marqueur révolutionnaire, en fait. C'est un marqueur de destruction, de mort. C'est un marqueur très mortifère. Quand on voit que, finalement, aujourd'hui, notre cœur balance entre l'avortement dans la Constitution et l'euthanasie, pour réenchanter la France, enfin, il y a mieux tout de même. Il y a mieux. Et justement, écoutons ce que le professeur Lejeune disait en racontant sa visite au roi Baudouin, qui, lui, avait balancé d'une manière moins certaine entre avortement et euthanasie. Le roi Baudouin, il m'a reçu dans un grand salon et nous avons discuté sur la nature humaine, ce qu'est un être humain. Est-ce que vraiment l'être humain commence à sa conception? Comment se développe-t-il? Comment peut-on comprendre qu'il soit déjà un membre de notre espèce alors qu'il est si petit? Et cette discussion qui était, de mon côté, de présenter au roi des Belges l'état actuel des connaissances sans aucune autre chose que les faits qui sont établis, le souci de cet homme qui à ce moment-là devenait l'homme lui-même, celui auquel le destin n'avait pas donné d'assurer la continuité de sa propre dynastie par ses propres gènes, et de le voir avec une telle attention, une telle envie de réellement connaître la réalité pour pouvoir protéger les milliers, les millions de petits sujets qu'il ne connaîtrait jamais. Il y avait à la fois quelque chose de tellement vrai, de tellement simple, de tellement évident, de tellement humain, et en même temps de tout à fait irréel. Je dirais presque un peu surnaturel. Cet homme avait beaucoup de surnaturel.
Et quand nous avons fini l'entretien, il m'a dit « Est-ce que ça vous ennuierait que nous fassions une prière ensemble ?» Et dans ce grand salon, 2 personnes se sont retrouvées à prier le Seigneur. J'en ai gardé la notion très très précise et très forte que ce roi était un roi très chrétien. Et les Français ont porté ce titre, nous n'avons plus le roi de France, mais il y avait encore un roi très chrétien au monde, c'était Baudouin de Belgique. Cette dévotion que son peuple a manifestée à ce roi me semble personnellement tout à fait évidente, parce que leur souverain a, si je puis dire, a mis en œuvre une règle de grammaire latine. Est regis tueri cives. C'est le devoir du roi de protéger les citoyens. Eh bien, ce roi, devant la capitulation des démocrates mous qui ont en quelque sorte condamné les enfants du peuple à l'avortement, au moment où en quelque sorte pour les enfants de la patrie le jour de mort était arrivé, ce roi a refusé de signer leur arrêt de mort qui les expulsait de son royaume. Voilà, le jour de mort est arrivé, la formule est absolument saisissante. Voilà, c'est un legs aussi que le professeur Lejeune nous donne, d'avoir été cette conscience, d'avoir été capable de parler à tout le monde. Dans cet extrait, je retiens 2 choses. D'une part, que le pape François a l'air aujourd'hui d'être beaucoup plus en pointe et vigoureux et insistant que ne l'ont été Benoît XVI, Jean-Paul II, enfin ses prédécesseurs. Voilà, on sent que la protection de la vie est pour lui quelque chose d'extrêmement important. Il a les paroles les plus vives et les plus dures, voilà, traitant les médecins avorteurs d'assassins. Et voilà, on est 50 ans après la loi Veil. Est-ce que vous avez senti que l'Église catholique a, elle aussi, enfin pris la mesure de cette catastrophe ? Enfin, non pas qu'elle ne l'ait jamais prise, mais que médiatiquement, l'Église catholique est plus audible. Oui, je pensais comme vous que le professeur Lejeune avait des paroles prémonitoires quand il qualifiait de spirituel, de hautement spirituel la figure du roi Baudouin. En fait, il avait anticipé juste le fait que ce pape-ci a mis sur le chemin de la canonisation le roi Baudouin quand il est parti en Belgique, au grand désespoir d'ailleurs de l'Église de Belgique. Oui, le recteur de l'université de Louvain a été trépassé en entendant ça. Enfin... Après, c'est vrai ce que vous dites sur le pape François, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il ne manque jamais une occasion de rappeler le respect de la vie, avec des termes d'ailleurs très violents, enfin assez violents, que nous-mêmes on n'ose pas utiliser parce que évidemment, là, on se ferait lyncher en France si on disait ça. Il fait des comparaisons avec le nazisme. C'est le nazisme en gants blancs, c'est des gangs, c'est des mafias. Enfin, il mâche pas ses mots. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, il faut lui rendre cet hommage, d'avoir le courage de le dire. C'est bien. Donc, ça veut dire que la position de l'Église à ce sujet ne change pas. C'est quand même très bien de l'entendre. Après, ce qui est vrai, c'est que l'Église n'a pas envie, après, dans ses ramifications capillaires, nombreuses dans le monde entier, en tout cas en Europe de l'Ouest, elle a beaucoup de mal à transmettre le message, non pas qu'elle ne croit pas sur le fond à ce message et cet enseignement, qui reste intangible, parce que c'est de la loi naturelle, c'est même pas de la révélation. Oui, on n'a pas besoin d'être catholique pour considérer que l'avortement est quelque chose de pénible. Bien sûr, mais pour les raisons qu'on connaît en Europe de l'Ouest, l'Église se dit sur le terrain moral, je suis pas très forte, donc j'y vais pas trop. Et alors, la seule chose qu'on pourrait regretter au niveau de l'Église de Rome, c'est que cette parole du pape très forte sur l'aspect de la vie, elle a du mal à s'incarner après ça dans des institutions ou des directives, dans les dicastères. En fait, après ça s'effiloche assez vite. On se dit, le pape, c'est sa marotte. Bon, par ailleurs, il est quand même assez progressiste, donc il nous va bien. Bon, faut lui laisser dire son truc sur l'avortement, c'est pas gênant. Et en fait, ça retombe pas, ça ne ruisselle pas. Après ça, dans le management de l'Église et puis dans les directives qui peuvent être données. Bon, c'est un regret que je partage cette observation moi-même allant souvent à Rome. Il y a un petit peu de perte en ligne après. Mais on ne peut pas reprocher au pape de rappeler l'enseignement éternel de l'Église sur ce sujet, bien sûr. C'est très bien. En revanche, 50 ans après la loi Veil, il existe en France et dans d'autres pays des institutions, la Fondation Jérôme Lejeune, Alliance Vita, qui ont décidé de se dresser face à cette vague de morts annoncées et réalisées. Et est-ce qu'il y a une vitalité de cette pensée catholique ou simplement humaniste qui lutte contre la culture de mort ? Dans ce que dit le professeur Lejeune, il y a quelque chose qui est tout à fait important, c'est le fait que le roi Baudouin veuille comprendre. Et aujourd'hui, on a l'impression que sur l'avortement, c'est devenu une espèce d'impératif moral féministe et gauchiste, et que les Français, en fait, sont informés sur le fait qu'ils peuvent avorter, mais ne sont pas du tout informés sur qu'est-ce que signifie réellement pour la femme, pour le couple, un avortement.
Oui, on n'a pas le droit de comprendre, quoi. Ça nous est un peu interdit de comprendre. Il faut pas chercher à comprendre. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a de plus en plus de déni de grossesse, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. C'est-à-dire que c'est des jeunes filles, souvent de milieux modestes, peu informées, pauvres, etc., et qui se retrouvent enceintes, sans l'avoir voulu, mais enfin après avoir évidemment partagé la vie de quelqu'un, mais sans l'avoir voulu, et qui nie le fait d'être enceinte. Et l'enfant, d'ailleurs, dans le ventre de sa mère, se cache. C'est-à-dire que la grossesse n'apparaît même pas. C'est un phénomène tout à fait extraordinaire, et qui est de plus en plus présent. Et jusqu'au jour de l'accouchement, la personne concernée refuse absolument d'être enceinte. Bon, ce qui prouve à quel point la désinformation est forte. Alors, vous citez quelques associations ou mouvements ou fondations qui font revivre le respect de la vie dans leurs actions. Et bon, c'est le cas effectivement des actions que vous avez citées. Mais je crois qu'il y a une vraie, il y a une vraie espérance dans le travail qu'elles font. Enfin, on le voyait d'ailleurs à chaque fois que la Marche pour la vie produit ses effets, on le remarque. Cette Marche pour la vie, par exemple, elle est extrêmement jeune. C'est une population très jeune. Quand je dis très jeune, c'est 15-25, quoi. Donc la moyenne, c'est 20 ans. Les cheveux blancs, il n'y en a pratiquement plus. Il n'y en a plus que dans ce studio ce matin. Et donc, en fait, je trouve que on dit oui, mais ils ne sont pas nombreux. C'est pas important. D'abord, c'est une population très jeune, et c'est-à-dire qu'on pose des petites graines de conscience dans la tête de ces jeunes, qui après ça vont partir, vont faire des études, vont se marier ou pas. Et puis, il restera toujours à un moment, quand ils rencontreront des difficultés, tout d'un coup, le retour à quelque chose qui les a marqués quand ils ont été jeunes. Et ça, c'est toujours utile. Et on a des témoignages de cette nature. Des gens qui sont partis après ça, qui ont eu qui ont rencontré des difficultés, des choix à faire, qui se sont dit, mais peut-être que je vais pas garder cet enfant. Et puis finalement, qui se sont dit, mais non, je peux pas faire ça. Faut que je sois fidèle aussi aux engagements de la jeunesse. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, tant que on peut continuer à dire la vérité, à éclairer le chemin, je veux dire, rien n'est perdu. Et le nombre n'y fait rien, parce que très souvent on nous dit, mais vous êtes de moins en moins nombreux. D'abord, on est de plus en plus jeunes, donc peut-être moins nombreux, mais plus jeunes, c'est pas mal non plus. On remplace la quantité par la qualité, si on peut dire. Et puis je trouve que ce qui est hyper important, c'est que finalement, à travers le travail que font des institutions comme celle que vous avez citée, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On rappelle qu'il y a une ligne rouge infranchissable. Et au fond, ce qui est grave, c'est pas tellement que les gens franchissent la ligne rouge. Tout le monde franchira la ligne rouge un jour ou l'autre. L'homme est pêcheur, c'est comme ça. Mais ce qui est plus grave, c'est de dire qu'il n'y a pas de ligne rouge. Au fait, et c'est ça, en fait, le drame de notre société, c'est qu'il n'y a plus de ligne rouge. Et donc, en fait, le bien et le mal sont dans une espèce de zone grise mélangée, et donc personne ne s'y retrouve. Et le drame des femmes qui ont eu recours à l'avortement, sans porter de jugement sur elles, c'est qu'elles ont du mal à s'en sortir sur un plan personnel, psychologique, parce qu'elles refusent aussi, pour beaucoup d'entre elles, de considérer qu'elles ont fait un acte mauvais, même si leur conscience le leur dit et les travaille. L'œil était dans la tombe et regardez qu'un, en fait, c'est un ver qui ronge et ne meurt pas. Et la seule manière de guérir et de s'apaiser après cet acte, qui est possible, c'est de reconnaître qu'on a franchi la ligne rouge. La ligne rouge, elle sert à ça. Elle sert à retrouver aussi la paix de la conscience, même si on l'a franchie. Et rappeler qu'il y a une ligne rouge, il n'y a pas besoin d'être 1 million dans la rue. D'ailleurs, quand on est 1 million dans la rue, ça ne sert pas plus, ça ne sert pas mieux. On l'a bien vu, malheureusement. En 2013, effectivement, oui. Ça n'a pas servi à grand-chose. Et par contre, 2 ou 3 femmes font des plateaux de télé facilement, elles sont que 2 ou 3. Il y en a toujours à la Marche pour la vie. Malheureusement, elles ne se dévêtent plus. Tout se perd. C'est vraiment effrayant. Voilà. Il suffit d'un peu de froid pour que même ce courage-là recule. Vous avez parlé des jeunes filles d'origine modeste. Le professeur Lejeune parlait des enfants du peuple. Ouais. Est-ce qu'il y a une sociologie de l'avortement 50 ans après ? Parce que voilà, vous parliez de la pilule et on avait l'impression que c'était d'abord une espèce de conquête de la bourgeoisie. Voilà, il y avait un moment donné où il fallait avoir pris la pilule, il fallait avoir un avortement. On avait enfin un sujet de discussion dans les salons. Aujourd'hui, est-ce que sociologiquement cet avortement est distribué dans toute la population de la même manière ? Le regretté Jean Foyer, il faut étendre aux pauvres les vices des riches. En fait, c'est vrai, c'est une conquête de la bourgeoisie. On se dit pour le peuple, il faut quand même qu'il puisse avorter. Je crois que la population précaire, enfin pauvre, est plus exposée à l'avortement, et en particulier les jeunes. Oui, ça c'est sûr, il y a une plus grande incidence de l'avortement chez les populations précaires, pauvres. Alors aussi pour des raisons économiques, parce qu'on ne peut pas nier ça non plus. Et je pense que quelquefois, quand il y a 1 ou 2 enfants dans le foyer, ils ne peuvent pas en accueillir un 3e. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, accepter que pour cette raison économique, à laquelle on pourrait apporter une solution, parce que économiquement, il y a des solutions à apporter, c'est quand même pas normal. Oui, c'est ça. Et économiquement, si l'État avait envie d'avoir une politique nataliste, il l'aurait. Voilà, bien sûr.
On parlait tout à l'heure de Simone Veil et du fait qu'elle a été sacralisée et même sanctuarisée et panthéonisée. Alors, elle va être panthéonisée et elle l'est déjà, pardon. Ouais. Et est-ce qu'on peut considérer que par rapport à la détresse dont elle parlait, elle a été trahie ou au contraire, non, pas du tout. Elle a bien mis détresse dans sa loi, mais 50 ans plus tard, ce n'est pas du tout une trahison, mais au contraire un accomplissement. J'avais fait il y a quelques années un plateau de télé avec Madame Bachelot qui avait dit, vous savez, la détresse, on était obligé de mettre la détresse dans la loi parce qu'il fallait emporter la conviction des vieux parlementaires catholiques masculins, donc on a mis la détresse. Ils se sont dit, si c'est des cas de détresse, voilà. Mais la détresse, c'est à sauter. De même que les entretiens préalables, tout ça, c'était de cosmétique pour faire passer la loi. Alors, je ne veux pas dire que Madame Veil n'était pas sincère quand elle avait des propos relativement sincères quand elle s'exprimait. Quand elle disait « personne ne va à l'avortement de gaieté de cœur », je veux bien le croire. Cela dit, ça ne moralise pas pour autant l'acte. Donc ce n'est pas un argument définitif. Je pense que Madame Veil n'a pas été trahie dans les élargissements successifs de la loi. C'est vrai que c'est une manie, je dirais, du monde chrétien qui veut sauver la mise à Madame Veil en disant la loi a été trahie, revenons à la loi Veil comme si c'était un modèle de vertu et comme c'était l'étalon de la morale. En fait, la loi Veil n'est pas la solution. C'est le problème quand même. La transgression au princeps a été faite par la loi Veil qui a autorisé quelque chose d'impensable en réalité, qui est le fait qu'une mère puisse se séparer de son enfant volontairement par l'intermédiaire de la médecine. Donc on a fait d'un acte qui était criminel un jour un bienfait de la médecine le lendemain. Bon, ça, c'est la transgression inscrite dans la loi. Après que le curseur soit mis à 10 semaines au départ, 12 en 2000, et puis 14 en 2020, et puis un jour, ce sera davantage, et puis sans limite pour les enfants handicapés, puisque quand on diagnostique un enfant trisomique, il peut être avorté jusqu'au jour de la naissance. Ça, c'est dans la loi Veil, c'est pas une dérive non plus. Ça, je dirais, c'est pas du détail, mais ça fait partie des aménagements et de l'épanouissement de cette loi. Je pense que Madame Veil, sa loi s'est épanouie, et c'était sa vocation à s'épanouir et à répondre parfaitement aux demandes de la société aujourd'hui. Donc Madame Veil n'a pas été trahie, et que le recours à la loi Veil d'origine n'est pas une solution. Après, si un jour on pouvait revenir petit à petit, parce qu'on ne reviendra pas du jour au lendemain, si on pouvait limiter les choses, bien sûr ce serait mieux. Je pense qu'à commencer par l'avortement eugéniste, moi j'ai rencontré des vrais féministes quelquefois qui me disaient, mais nous les féministes, c'est bon comme appartient, c'est vrai qu'on veut, voilà, il y a des grossesses dont on ne veut pas, donc, mais on ne veut pas de cette grossesse-là. Mais c'est pas parce que l'enfant est handicapé. Et elle voyait dans la dimension eugénique de l'avortement, qui est permise par la loi Veil jusqu'à la naissance, quelque chose qui ne fait pas partie du panier. Et c'est vrai que là, pour le coup, il y a une discrimination. Pourquoi les enfants handicapés pourraient-ils être avortés jusqu'à 9 mois, alors que les enfants normaux ne le sont pas? Il faudrait mettre tout le monde sur la même ligne pour rétablir l'équilibre et ne pas discriminer les enfants handicapés. Donc ça, on pourrait revenir là-dessus, par exemple. Il y a eu des propositions de loi, je crois, en Angleterre, dans ce sens, par des parlementaires qui étaient eux-mêmes handicapés, qui trouvaient que c'était abusé. Voilà. Mais encore une fois, la loi Veil n'est pas la solution, malheureusement. Elle est le problème. Voilà. Et Madame Veil, je ne pense pas, n'en est pas entièrement responsable. En tout cas, il y a beaucoup de co-responsables. Elle n'en est pas entièrement responsable, mais elle avait quand même en ligne de mire donné son nom, ce droit de l'homme. Voilà. Et vous avez raison de le rappeler, il y avait déjà dans sa loi des paragraphes qu'on a tendance à oublier et qui sanctuarisaient un véritable eugénisme, qui est une vieille tradition d'ailleurs de la gauche progressiste en Europe depuis le 19e. Et bien antérieure à la période de la guerre, bien sûr. Il y a, au moment où le président Macron décide de faire en sorte de constitutionnaliser l'avortement, l'idée que la France doit servir de phare au monde. Et est-ce que la France a été, au moment de la loi Veil, un exemple pour d'autres pays? Vous l'avez rappelé, nous suivions en fait déjà l'exemple des États-Unis et vraisemblablement celui de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et est-ce que on peut se dire que oui, la France a été un phare, ou que la France aujourd'hui est un phare, ou est-ce qu'au contraire la France est hélas encore à la traîne de pays plus progressistes qu'elle? Je crois que la France a toujours essayé d'être un phare. Elle a été un phare dans le passé, elle a toujours continué à vouloir se présenter comme un phare. Malheureusement, la propagation de ces idées révolutionnaires, gauchistes, libertaires aujourd'hui marque moins d'intérêt chez les pays qui reçoivent le message de la France. Enfin, quand on voyage un petit peu, la France
est quand même moins admiré aujourd'hui que par le passé. Enfin, dans un autre domaine tout différent, quand on voyage un peu en Afrique, les pays africains nous le font bien sentir quand même. L'influence de la France, elle a diminué considérablement, mais y compris sur le plan culturel. Les gens ont honte, en fait, de la politique de la France. Moi, j'ai vu ça en Afrique, j'ai voyagé à plusieurs reprises. On a honte de la France et de ses dérives. Quand la France envoie des ambassadeurs de l'homosexualité, franchement, c'est rien connaître au contenu africain de faire ça. Mais c'est vrai aussi en Amérique latine, où il y a eu beaucoup d'admiration de la France. Alors, une admiration révolutionnaire, mais qui tenait encore un peu sur des restes chrétiens. Enfin, mais maintenant, l'image de la France est bien dégradée par ailleurs. Et je ne pense pas que les 250 000 avortements en France soient vraiment un modèle pour beaucoup de pays, ni en Europe, ni dans le reste du monde. Alors, cet entretien touche à sa fin. Et s'il y avait une raison, malgré tout, 50 ans plus tard, d'espérer, quelle serait-elle ? Enfin, il y a toujours des raisons d'espérer, mais même si on a l'impression que le paysage est un peu noir. Je pense qu'il est toujours très positif et encourageant d'avoir des espaces de liberté pour dire la vérité. Il faut avoir le courage de cette liberté et pour pouvoir éclairer le chemin de nos contemporains. Or, en fait, nous ne sommes pas dans un pays complètement totalitaire. Il reste encore des espaces de liberté pour essayer d'éclairer le chemin. Et je crois que il vaut mieux être... Parce que dire la vérité aujourd'hui sur ces questions-là peut paraître blessant, mais il vaut mieux être blessé par la vérité que par le mensonge. Parce qu'on est aussi blessé par le mensonge. Il y a une chose qu'on a oublié de dire, que je rappelle en terminant, c'est que la loi Veil a eu un autre effet collectif, c'est qu'elle a été le passeport de toutes les autres transgressions. Comme c'est vraiment une transgression majeure, en fait, très souvent, et on le voit bien pour la question de l'euthanasie, mais on l'a vu pour le mariage pour tous, on l'a vu pour la PMA pour toutes, on l'a vu pour toutes les transgressions, la dernière carte qu'on sort pour emporter l'adhésion des parlementaires, c'est de dire on a bien été capable de voter l'avortement en 75, on sera bien capable de voter l'euthanasie, la PMA pour toutes et un jour la GPA. Donc ça reste le standard de la transgression et c'est le passeport de la transgression. Et rien que pour ça, je pense que c'est nécessaire d'en faire le bilan pour montrer son aspect résolument négatif. C'est un bilan où il y a un passif et pas d'actif. Jean-Marie Leméné, la Fondation Jérôme Lejeune, elle aussi existe depuis longtemps. En une minute, voilà, quels sont vos besoins ? Nous savons évidemment quels sont vos actifs et quels sont vos passifs. C'est surtout des actifs. Et de quoi la Fondation Jérôme Lejeune a-t-elle besoin pour continuer son combat ? Elle a besoin aussi de beaucoup d'amitié, de fidélité et de générosité de ceux qui nous suivent, parce qu'on mène un combat tout à fait original dans notre milieu philanthropique habituel. C'est qu'on fait de la science, on fait de la médecine, une très grosse consultation pour les personnes porteuses de trisomie en particulier, mais tous les retards mentaux d'origine génétique. Donc on a la plus grande consultation du monde dans le 15e arrondissement, et qui est reconnue comme telle, et qui est perçue comme telle d'ailleurs par les pouvoirs publics, c'est qu'on aide singulièrement les pouvoirs publics. Et puis on fait aussi de la recherche pour essayer de mettre en échec c'est le retard mental pour des pathologies qui sont aujourd'hui, quand elles sont dépistées, qui sont l'objet de l'avortement quasiment systématique. Donc il y a une dimension morale qui apparaît dans notre action, dans le service qu'on rend sur le plan médical et scientifique. Il y a aussi une dimension morale derrière. Donc en fait, à la fois on rend un service médical, on finance de la recherche scientifique dans le but un but thérapeutique, et en même temps le symbolisme a un sens moral qui est assez évident pour les gens qui veulent bien nous regarder. Jean-Marie Leméné, vous êtes le président de la Fondation Jérôme Lejeune et nous vous remercions infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Richard.